Bonjour. L'AFEB a mis en place un cycle de 5 émissions sur le thème de la cybersécurité. L'objectif est de donner un éclairage pratique sur différents aspects auxquels sont confrontées toutes les entreprises ainsi que les indépendants. Il est essentiel de prendre les mesures les plus adéquates en termes de prévention des cyberrisques, de formation à la cybersécurité, mais également d'avoir des bons réflexes en cas de cyberincident. Les 5 thèmes qui seront développés par des experts en la matière, qui sont également des praticiens expérimentés de la cybersécurité, sont tout d'abord l'assurabilité des cyberrisques et les avantages de disposer d'une assurance en ce domaine. Le second thème que nous aborderons sera la prévention des cyberrisques. Existe-t-il des toolbox ? Quelles sont les mesures essentielles de prévention à mettre en place ? Ensuite, nous parlerons de la manière de réagir en cas de cyberincident. Quelles sont les obligations dans ce cadre ? Existe-t-il des aides, des supports aux entreprises victimes d'une cyberattaque ? Ensuite, la responsabilité de la cybersécurité dans une entreprise sera abordée. Quelles sont les responsabilités des dirigeants dans le cadre des mesures cyber à mettre en place ? Quelles sont également les obligations des organes de direction ? Et existe-t-il à ce jour des réglementations sur ce sujet ? Enfin, nous parlerons également des entreprises victimes et la manière dont elles sortent de cette situation. Quelles sont les mesures qu'elles doivent prendre pour restaurer la situation d'un point de vue informatique, mais également technique, organisationnel, humain, et en même temps, quelle est la communication à mettre en place tant au niveau interne qu'externe. La conférence de ce jour va aborder la question des cyberassurances. Et pour ce faire, je vais tout d'abord céder la parole à Hein Lannoy, qui est le CEO d'Assuralia, l'Union professionnelle des entreprises d'assurance, qui représente la quasi-totalité des compagnies d'assurance belges et étrangères qui opèrent sur le marché belge. Bonjour, mesdames, messieurs. Mon nom est Hein Lannoy. Je suis administrateur délégué de Assuralia, l'association professionnelle des assureurs belges. Je vais vous entretenir du cyberrisque et les assurances. Il y a 2 aspects différents qu'on peut apporter à ce sujet-là. D'abord, il y a bien sûr les assureurs eux-mêmes qui peuvent être l'objet d'une attaque de cyber. Ce n'est pas le but qu'on va en discuter aujourd'hui. Par contre, on va traiter la question dans quelle mesure nos compagnies d'assurance peuvent assurer adéquatement ce risque. Quel est le rôle de l'assureur dans notre société? Eh bien, le rôle, c'est de gérer les risques des entreprises, des particuliers, de transférer ces risques vers l'assureur. Et comment est-ce que l'assureur alors peut gérer ces risques? C'est via le système de la mutualisation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les assurés avec une même sorte de risque payent une prime et cette prime doit permettre à l'assureur, quand le risque se réalise, de couvrir ce risque. Il fait maintenant que depuis 2020, le nombre des incidents a fortement augmenté. Ce qui veut dire, au niveau de la technique d'assurance, ça demande des défis très importants. Quelle est la situation aujourd'hui au niveau du marché belge? Eh bien, il faut faire une distinction d'un côté entre les particuliers et les PME et de l'autre côté les entreprises. En ce qui concerne les particuliers et les petits PME, il y a bien des assurances qui couvrent le risque, bien que les assureurs deviennent de plus en plus sévères là également. De l'autre côté, il y a les entreprises où les incidents peuvent provoquer des dommages beaucoup plus importants. C'est la raison pour laquelle ça devient de plus en plus difficile également pour les grandes entreprises de trouver une couverture. Il faut savoir que dans
le marché, c'est surtout les réassureurs qui vont déterminer ce qui est assurable et ce qui n'est pas assurable. Et depuis 2020, les réassureurs sont devenus beaucoup plus sévères. Et ils vont imposer toutes sortes de conditions pour pouvoir couvrir le risque. D'un côté, ils vont demander des rétentions, des franchises très importantes, ce qui veut dire que l'entreprise va devoir couvrir lui-même une partie importante du dommage. D'autre côté, les montants couverts seront limités. Finalement, ce qui est vraiment important, c'est que le réassureur va exiger que les entreprises font des efforts pour élever leur niveau de risque. Et les réassureurs vont également être vraiment sévères en sélectant les assureurs auprès de qui ils sont prêts à offrir une réassurance. Ce qui fait dans le marché belge, il n'y a pas tellement de compagnies d'assurance qui couvrent les risques pour les grandes entreprises. Est-ce que ça veut dire que ça devient de plus en plus difficile? Non. Je crois qu'il y a bien de l'espoir. Et l'espoir vient du côté préventif. Il y a récemment eu des initiatives quand même assez importantes qui nous permettent de faire augmenter le niveau de risque au sein de nos entreprises. Et je fais plus particulièrement référence aux initiatives prises par le Center for Cybersecurity en Belgique qui ont établi toutes sortes de standards à laquelle les entreprises doivent répondre. Il n'y a pas uniquement les standards, un framework de standards, mais il y a également un système de certification et d'audit par des parties indépendantes. Et ce système-là, ça permet aux assureurs de faire confiance à un certain niveau de risque au sein des entreprises. Et donc, moi, j'espère que moyennant cette procédure de certification et l'application de ces standards, que pour nos compagnies d'assurance, ça va devenir beaucoup plus facile, beaucoup plus évident pour pouvoir offrir une couverture adéquate. Par conclusion, je voudrais dire que c'est grâce à un partnership entre toutes les autorités, toutes les assurés, toutes les compagnies d'assurance, qu'on va pouvoir réaliser une couverture adéquate. Mais donc ce partnership, c'est vraiment important pour pouvoir couvrir le gap d'assurance qui existe aujourd'hui. En conclusion, je peux vous dire qu'il y a bien de l'espoir. Bien de l'espoir parce que quand même au niveau des mesures préventives, on sent qu'il y a des choses qui bougent. Avec la standardisation et les normes, les assurés, les entreprises vont pouvoir améliorer leur niveau de sécurité. De l'autre côté, ça va permettre aux assureurs de plus facilement donner de la couverture. Un partnership, c'est vraiment important entre toutes les stakeholders, pas uniquement dans ce dossier-ci, mais dans beaucoup d'autres dossiers. C'est via le partnership qu'on va pouvoir répondre à certains risques systémiques au sein de la société. J'espère que mes collègues vont pouvoir vous aider en donnant plus d'explications comment les entreprises peuvent obtenir une couverture adéquate et j'espère que vous auriez un agréable webinaire. Je vous remercie. Nos 3 intervenants de ce jour, experts en matière de cyber-risque, sont Stéphanie Delay, qui est cyber-expert advisor chez le courtier Aon, Philippe Cousin, qui est Sales and Development Underwriter, Professional Indemnity and Cyber Risk chez Hiscox Belgium, un assureur, et Tom de Cordier, qui est Incident Response Manager chez CMS. Ma première question sera posée à Stéphanie. C'est la question de base. Que couvre une cyberassurance ? Nathalie, une assurance cybernétique, c'est une assurance très moderne, dans le sens où elle peut être activée avant même qu'il y ait un sinistre. On a 4 volets.
importants dans une assurance cyber. Le premier volet est le volet prévention. Certains assureurs offrent toute une panoplie de prévention pour mettre les clients au courant de leurs risques. Par exemple, un accès à une plateforme pour créer des entraînements internes aux employés ou encore mettre au courant des dernières menaces qui se trouvent sur le marché. Il y a également des scannings du système informatique extérieur, permettant un peu de voir où sont les failles, ou encore un accès à un expert en GDPR. Donc tout ça, c'est le volet prévention qui est certainement intéressant. À côté de ça, un des volets très très importants, à mon sens, c'est le volet assistance. Le volet assistance est en fait un numéro d'urgence qui peut être contacté 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc important aussi pour les plus petites compagnies qui n'ont pas toujours l'accès à ces experts aussi flexibles. Et je vais pas aller en détail parce que Tom va en parler, mais à mon sens aussi important car permet d'être plus vite en contact avec l'assureur, d'avoir les frais plus vite couverts, et également certaines assurances n'appliquent pas la franchise sur ces coûts-là, donc c'est également un point très avantageux. Alors il y a encore les volets plus traditionnels dans cette cyber. D'une part, le volet perte propre, donc tout ce qui est perte de revenus, rançon, frais de restauration de données, les frais IT qui peuvent très vite augmenter. Et à côté de ça, on a le volet traditionnel également de responsabilité. On entend d'une part tout ce qui est GDPR, amende, enquête, etc. Mais à côté de ça aussi, tout ce qui est dommages à tiers en matière de perte de données, publiées sur le net ou simplement perdues, et également tout ce qui est défaillance du système informatique dont un tiers aurait pu être victime. Donc ça, c'est comme tu peux le voir, une police très large. Exactement. Ouais. Et à qui s'adressent ces polices d'assurance ? À mon sens, tout le monde. Tout le monde peut être une victime d'un incident cybernétique, petite comme très grosse entreprise. On voit sur le marché quand même une certaine naïveté sur ce secteur PME, où ils pensent peut-être encore qu'ils ne savent pas être victimes puisqu'ils ne sont pas aussi importants que les grosses compagnies, mais tout le monde peut être une victime d'un incident cybernétique. Donc il y a apparemment une moins grande demande au niveau des PME vu le manque de sensibilisation de ces entreprises. Mais l'avantage dans le désavantage que c'est beaucoup venu dans la presse ces dernières années a fait que la conscientisation du marché a augmenté et donc le secteur PME s'intéresse de plus en plus à cette assurance cybernétique. Le problème, sans être un problème, c'est que c'est comme une assurance incendie. On n'a pas d'assurance incendie sans extincteur et sans alarme incendie. C'est la même chose en cyber. Il faut avoir un minimum de cyber maturité dans son entreprise pour pouvoir accéder à ce type de produit également. Et vous trouvez suffisamment d'assureurs qui offrent ce genre de produits pour les proposer aux entreprises ? Sur le marché, on a quelques assureurs, que ce soit pour le PME comme pour les grosses entreprises. On a des assureurs très niches, comme Hiscox ici présent, qui offrent ce type de produit très large. Encore une fois, le plus important est qu'il y ait une certaine maturité dans la compagnie déjà, par exemple comme un multi-factor authentication. Les assureurs sont très sévères là-dessus et s'il n'y a pas ça, il n'y a pas de couverture possible. Question à l'assureur, justement. Sur quel type d'informations, sur quelle base vous basez-vous pour poser des questions et pour offrir ces assurances aux entreprises ? À l'origine, pour la tarification, il faudra différents types d'informations, des informations générales. Le chiffre d'affaires, le nombre de membres de personnel, le secteur d'activité, ce sont 3 critères très importants, généraux. Des critères plus techniques, plus spécifiques. On parlait du MFA, c'est quoi ? En fait, c'est une identification en 2 étapes, comme ce que vous avez pour l'accès online à votre banque. C'est exactement la même chose. Donc c'est un terme technique, c'est pas si compliqué que ça. Le patching, c'est quoi ? C'est les mises à jour dans un délai de minimum 30 jours à partir du moment où l'éditeur des logiciels les a mises à disposition. Ça doit se faire de façon systématique et rapide. Vous avez les backups. Les backups doivent se faire de façon minimum hebdomadaire. Ils doivent se faire pour toutes les données critiques, les systèmes critiques. Et ils doivent être conservés
soit hors ligne, soit dans le cloud. Ce qu'on peut rajouter aussi au niveau des backups, c'est qu'ils doivent être testés. Ce n'est pas tout d'être prêt, mais il faut être certain que la mesure qu'on a préparée soit opérationnelle, bien sûr. Alors, ce que vous avez également, c'est ce qu'on appelle la legacy. La legacy, c'est quoi? C'est l'héritage. L'héritage, c'est quoi? L'héritage, en fait, c'est les vieux systèmes qui restent dans certaines entreprises. Ces vieux systèmes ne sont parfois plus mis à jour par leurs éditeurs, par leurs développeurs. À partir du moment où il n'y a plus de mise à jour, ça veut dire qu'en fait, on ne se protège pas pour les nouvelles faiblesses, les nouvelles techniques de hacking. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est une vulnérabilité très importante au niveau de l'entreprise. Donc voilà un petit peu les différents critères techniques et généraux qui vont nous permettre de tarifer et d'accepter un risque. Et donc les assureurs exigent la prise de mesures de sécurité spécifiques pour pouvoir octroyer une assurance et font un genre d'audit, oui, tout à fait. d'analyse au sein des entreprises. Et les entreprises doivent en quelque sorte vous montrer patte blanche et vous attester des mesures prises? Il y a effectivement toute une série de conditions et on demande une déclaration, une confirmation officielle du fait que ces mesures ont été prises. Lorsque les risques sont plus importants, comme le disait Stéphanie, on va procéder à des audits à distance de la sécurité informatique. Et on va voir en fait quelles sont les portes ouvertes. On peut comparer, c'est une très bonne comparaison, avec l'assurance incendie, le volet vol surtout, et une maison. Il faut qu'il y ait des portes sur les ouvertures, il faut que ces portes puissent fermer et il faut qu'elles soient fermées. Voilà. Tout à fait. Stéphanie, de manière générale, les assureurs offrent plutôt des assurances globales ou limitées à certains risques? Oui, les assureurs niches sur le marché offrent toujours ces couvertures que j'ai mentionnées au début comme un tout. Donc c'est une police presque tout risque. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que ces dernières années, on a vu une augmentation assez significative en nombre de ransomware, ce qui aussi a fait que les assureurs ont dû prendre des mesures à ce niveau-là également. Leur stat sinistre était vraiment pas très bonne. Et donc, les assureurs ont pris des mesures différentes, propres à chacun, que ce soit en sous-limite ou en clause de coassurance avec le client, mais pour ces risques spécifiques-là de ransomware. Mais pour le reste, ça reste une police très globale et peut être également faite sur mesure si le client en voit la nécessité. Et sur base de quels critères l'assureur peut-il fixer le montant de la franchise ? C'est une question difficile parce que, généralement, elle est un peu basée sur le chiffre d'affaires. Ça, c'est un standard et un classique. Mais elle sera également basée sur la maturité cybernétique du client. Si la maturité n'est pas encore au point, alors la franchise pourrait susceptiblement être plus importante. Et donc, si on tient compte de cette maturité, je suppose qu'au niveau des assureurs, vous tenez compte, comme pour les incendies dont on parlait, de l'historique des incidents et de la vulnérabilité de l'entreprise. Oui, tout à fait. La statistique sinistre fera l'objet d'une étude. On doit avoir ces informations. Mais ce n'est pas tellement ça qui va nous intéresser. C'est surtout les mesures qui ont été prises après les sinistres pour y remédier. Généralement, un sinistre, ça révèle tout simplement une faille dans le système informatique de l'entreprise. Et donc, nous, ce qui va nous intéresser, c'est comment est-ce que l'entreprise y a remédié. Voilà, c'est tout. C'est pas plus que ça. On voit en tout cas qu'il existe des assurances. Donc, déjà, c'est quelque chose de très important pour les entreprises et un conseil est certainement déjà de se renseigner. Mais une fois qu'on a pris cette assurance et malheureusement qu'un cyber-risque intervient, Tom, que se passe-t-il et quel est le rôle d'un incident response manager ? Merci Nathalie. En fait, lorsqu'une société fait l'objet d'une attaque cyber, essentiellement, elle fait face à deux défis. Un, manque de temps. Deux, manque de spécialisé, enfin de ressources spécialisées. Manque de temps, bon, évidemment. Donc, très souvent, lorsqu'on a affaire avec une attaque ransomware, rançon logiciel, ce qui se passe, c'est qu'en fait, non seulement les hackers essayent de bloquer le système, les données de la victime, mais également, juste avant d'avoir bloqué les systèmes, très souvent, ils auront volé des données.
Et là, le jeu, c'est évidemment de mettre la victime sous pression, de dire, écoutez, si vous ne payez pas la rançon, dans un certain délai, on va publier en fait vos données sur ce qu'on appelle un leak site, donc des sites web dédiés sur le dark web. Très souvent, on ne laisse pas beaucoup de temps à la victime. Donc, manque de temps. Le deuxième défi, manque d'expertise. On ne se rend pas souvent compte, mais lorsque on fait l'objet d'une cyberattaque, de quoi est-ce qu'on a besoin ? Des intervenants qui sont spécialisés, par exemple, en négociation avec les hackers. C'est quelque chose qui se fait de plus en plus. Des fois, des sociétés spécialisées dans tout ce qui est la mise à disposition de fonds en crypto-monnaie, 24 heures sur 24. Ce qui pourrait se passer, par exemple, c'est que la victime tombe en panne, pour ainsi dire. En plein milieu du week-end, 2 heures du matin, le CEO décide, écoutez, on va payer la rançon. Mais là, c'est la question, évidemment, c'est de pouvoir libérer des fonds en crypto-monnaie dans les heures à venir. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'une banque traditionnelle puisse faire un dimanche matin à 2 heures. 3, des experts en tout ce qu'on appelle du cyber forensic. Donc, ce n'est pas juste des informaticiens, c'est des gens qui ne font que ça. Donc, l'analyse de différents modes d'opération des hackers pour pouvoir, en fait, découvrir comment, dévoiler la root cause. C'est-à-dire, donc, comment est-ce que le hacker a pu se donner accès au système. Alors, après cet accès, qu'est-ce que le hacker a fait? Comment est-ce qu'il s'est déplacé au travers le réseau et ainsi de suite. Évidemment, cette analyse est très importante parce qu'elle va servir de base pour, au fil du temps, prendre des décisions. Est-ce qu'on doit déclarer cet incident auprès de l'autorité pour la protection des données, par exemple? Est-ce qu'on a trouvé l'adresse IP de ce qu'on appelle le staging server? Donc, c'est un serveur qui est souvent utilisé par des hackers, justement pour essayer d'exfiltrer la victime, donc des serveurs qui souvent hébergeront les données volées. Des serveurs qui sont souvent loués auprès de prestataires tout à fait légitimes tels que AWS, OVH, etc. Alors, si on parvient à obtenir l'adresse IP de ce staging server, il y a toujours moyen d'essayer de suspendre ce serveur. Évidemment, ça, c'est des choses qui doivent se faire vraiment dans l'urgence. On ne peut pas attendre une semaine, un mois avant d'entreprendre ces mesures parce que d'ici là, évidemment, les hackers, en tout cas, il y aura de fortes chances que les hackers auront pu faire une copie des données volées à partir de ce serveur, staging server, vers leur environnement qui est tout à fait hors de notre environnement. Donc, en fait, pour essayer de résoudre ces deux défis, les assureurs souvent mettent à disposition ce qu'on appelle un Incident Response Manager. Et en fait, essentiellement, la tâche de l'IRM, c'est de s'assurer à ce que tous les différents intervenants soient sur le dossier de manière rapide et efficace. Si demain, par exemple, une société fait l'objet d'une attaque, alors ici, à ce moment-là, il doit encore commencer à consulter le marché pour aller voir, oui, est-ce que sais-je, un des Big Four, par exemple, ou une autre boîte, est-ce que vous êtes disponible, est-ce que vous n'avez pas de conflit d'intérêts, etc. La mise en place de Terms of Engagement, tout ça prend du temps, malheureusement du temps très précieux. Voilà, c'est ça le rôle d'un IRM. Et donc, au moment où une entreprise est victime de l'incident, c'est vous qu'elle appelle ou elle appelle son assureur pour vous faire intervenir ? En fonction de l'assureur, parce qu'il y a des variations sur le même thème, mais en fait, essentiellement, c'est que l'assuré, il y a des moyens. Soit il appelle un call center, contact center de mise à disposition par l'assureur, soit il utilise une application dédiée de l'assureur. Et alors à ce moment-là, en fait, si la victime se trouve en Belgique, ça arrive chez nous et on commence tout de suite. Et vous avez préalablement déjà une connaissance des différentes entreprises dans lesquelles vous pourriez devoir intervenir ou est-ce chaque fois une découverte totale de l'entreprise ? Malheureusement, il y a tellement d'assurés qu'en fait, essayer, même tenter d'avoir une vue très high level de l'environnement IT de chaque assuré est presque impossible. Ça nous arrive en fait, pour certains assurés, effectivement, d'avoir des réunions in tempore non suspectu, mais en fait, ce qu'on constate très souvent lorsqu'il y a un sinistre, que prestataire IT de l'assuré
joue un rôle clé, parce que ça, souvent, c'est l'intervenant qui a une bonne maîtrise, qui a une bonne connaissance de l'environnement IT de l'assuré. Et très souvent, eux, ils travaillent en tandem avec les experts en cyberforensique pour pouvoir agir de manière facile et efficace. Quand vous intervenez dans une entreprise, vous prenez, entre guillemets, la direction des opérations, vous le faites en collaboration avec le management. Est-ce que vous mettez une cellule de crise en place mixte ? Oui, tout à fait. Donc, l'idée, c'est qu'en fait, on essaye d'être un peu gestionnaire de projet, si vous voulez. Évidemment, tout dépend de la volonté et du niveau de maturité de l'assuré. Il y a des organisations qui, eux, déjà en interne, ont des ressources de gestion de projet. Donc, évidemment, en fonction de ça, on laisse la tâche de la gestion de l'incident aux ressources internes. Mais, comme vous le dites, surtout dans le segment des PME, on voit qu'en fait, il y a vraiment un besoin d'une partie externe qui ne fait que ça. C'est-à-dire donc gérer l'incident, s'assurer à ce que les bons intervenants se parlent au bon moment. Et ce qu'on fait très concrètement dans la majorité des cas, c'est qu'en fait, on a des calls tous les jours, des réunions Teams pour faire un status update et puis pour s'aligner sur les démarches suivantes. Et entre les différents daily status meetings, évidemment, il y a des interactions plus ad hoc par email, par téléphone, en fonction des développements. En tant qu'assureur, vous avez, je suppose, une liste d'incident response managers. Vous travaillez avec certains cabinets plus particulièrement au bureau ? Oui, ils sont évalués, je ne peux pas vous citer les noms ici, mais ils sont évalués régulièrement et on travaille avec plusieurs partenaires professionnels avec lesquels on a des SLA, des Service Level Agreement. Et pour vous, c'est une partie de votre travail également, c'est dans le cadre de votre assurance d'offrir ce service qui est important et de les évaluer, oui, et de proposer quelqu'un qui soit totalement fiable. C'est le but, ça ne peut pas être autrement. Je voudrais vous demander à chacun aussi de donner un conseil essentiel de base en matière de cyberassurance. Mais je vais commencer par l'assureur. J'aurais un conseil en 3 parties, alors, ou 3 conseils. D'abord, les protections techniques de base, les mots techniques que j'ai cités tout à l'heure. Donc, le patching, le MFA, le backup, éviter la legacy. Ensuite, poser la question du risque cyber au centre de l'action, de l'activité de l'entreprise, en nommant quelqu'un au sein de la direction, comme étant responsable de la cybersécurité. C'est vraiment essentiel. Sinon, ça reste un sujet accessoire qui n'a pas de budget. Le troisième, et pas le moindre, la majorité de nos sinistres, en fait, sont issus d'une erreur humaine. Donc, une excellente prévention, avec une très bonne formation des membres du personnel de l'entreprise pour anticiper les erreurs humaines, c'est vraiment essentiel. S'il y en a un à retenir, c'est celui-là. Stéphanie, en tant que courtier, vous avez aussi certainement un ou 2 bons conseils à donner aux entreprises en matière de cyberassurance. Oui, j'ai aussi un conseil en plusieurs parties. Le premier conseil, ce serait de dire soyez au courant de votre risque. Quel est votre risque ? Perte de données, les systèmes qui sont à plat, protégez-les. Donc, investissez dans votre système informatique, même si ce sont de gros budgets. Ça aide à repousser les hackers et contactez votre courtier pour une assurance cybernétique parce que l'un ne va pas sans l'autre. C'est vraiment une combinaison des deux qui permet d'être bien protégé. Ça fait partie maintenant de la cyberprévention également. Tout à fait. Et en tant qu'incident response manager, qu'allez-vous dire aux entreprises ? Mon conseil est assez simple. En fait, n'hésitez pas à appeler la hotline. Et même dans des cas où on hésite si on a à voir avec une vraie cyberattaque, même encore dans ce genre de situation, toujours est-il que ça reste utile de faire appel aux hotlines, ne fût-ce que pour pouvoir en fait avoir une second opinion sur ce qui s'est passé. Hier encore, on avait une conversation avec un assuré qui me posait la question, oui, mais lorsqu'il y a un business email compromise, est-ce que ça rentre dans le scope de l'assurance ? Est-ce qu'on peut faire appel à la hotline ? En fait, ce genre de questions, pour moi, c'est assez
c'est assez, qu'allais-je dire, frappant parce que, oui, bien sûr, même si c'est pas clair, si effectivement il y a eu une intrusion sur ou dans l'environnement de l'assuré, toujours est-il, ça reste utile de passer un coup de fil à la hotline. Merci à tous les trois. Donc, manifestement, je pense que tout le monde est convaincu du fait que de disposer d'une cyberassurance fait partie du package nécessaire pour se mettre en conformité et pour se préparer à, malheureusement, ce qui est plus ou moins l'inévitable, subir à un moment donné une cyberattaque, même si elle est de petite envergure. Il y a peu d'entreprises qui passeront outre. Donc, un bon conseil de nos assureurs, renseignez-vous en tout cas auprès de votre courtier ou de votre assureur pour ce genre de produit. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne après-midi.